Si vous avez suivi l'anime Hunter x Hunter, vous savez qu'il s'arrête à l'épisode 148. L'histoire y couvre les arcs majeurs, l'examen, York New, Grid Island, les fourmis chimères et l'élection. On voit Gon et ses amis évoluer, affronter leurs plus grands défis et l'anime se conclut de manière assez satisfaisante. Mais seulement pour ce qui l'adapte du manga. Parce qu'en vrai, l'histoire continue dans le manga. De nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, des enjeux encore plus fous apparaissent et l'univers devient encore plus complexe et politique. Si vous vous demandez « et après l'anime ?», c'est exactement ce qu'on va explorer dans cette vidéo. On va plonger directement dans ce qui se passe après la fin de l'anime. Dans le QG de la Hunter Association, les Zodiacs sont réunis autour d'une table. L'atmosphère est tendue. Après la mort de Isaac Netero, c'est à eux de prendre les grandes décisions. Et aucun d'eux ne domine vraiment la situation. Soudain, Beans entre en urgence. Il annonce qu'une vidéo d'envergure mondiale vient d'être diffusée et que cela implique directement les Hunters. L'écran s'allume et le roi du royaume de Kakin, Nasubi Uiguoru, apparaît. Il annonce que Kakin organise une expédition vers le Dark Continent, un territoire interdit que l'humanité n'a pas le droit d'explorer. Il explique que l'expédition est officielle, qu'elle est soutenue par l'État et que le but est d'étendre l'influence de Kakin en allant au-delà des frontières connues. Puis la révélation va encore plus loin. Il annonce que le chef de l'expédition sera Beyond Netero, le fils de Netero. Les Zodiacs réagissent, surprise, incompréhension, méfiance. Car Isaac Netero avait clairement ordonné que si son fils tentait une telle expédition vers le Dark Continent, il fallait l'en empêcher. Mais Beyond ne se cache pas. Il s'est présenté volontairement à l'association, acceptant d'être sous supervision. Son attitude est calme, assurée, presque provocante. Il sait ce qu'il fait. Il semble certain que cette expédition va se faire et qu'il ne s'agira pas d'un simple voyage. Pendant ce temps, deux membres influents de l'association prennent une décision surprenante. Pariston Hill et Ging Fricks quittent leur siège parmi les Zodiacs. Leur départ vient créer un vide politique, ajoutant encore davantage d'instabilité à une réunion déjà fragile. Dans un bâtiment ultra protégé, deux hauts responsables discutent dans un couloir sécurisé. L'un est le directeur, l'autre son adjoint, Tyner. Ils parlent des missions d'exploration vers le Dark Continent, de la façon dont l'humanité a déjà subi des conséquences monstrueuses à chaque tentative et de comment le voyage doit être contrôlé. Ils déclenchent un ascenseur, descendent dans le sous-sol et ouvrent une porte. Derrière, une pièce glaçante remplie de tubes, de cadavres humains tordus, de restes atroces, les victimes des précédentes incursions vers ce monde interdit. Le directeur remet à Steiner un vieux livre, Journey to the New World. Il explique que ce livre, autrefois considéré comme de la fiction, est devenu une légende tangible. Il recense des voyages sur le continent sombre et les conséquences. Steiner lit et découvre que l'un des survivants est enfermé dans ce sous-sol. Quelqu'un qui a été exposé à une maladie ne meurt plus, ne mange presque plus. Une existence hybride, flippante. Il discute également des 5 grandes calamités connues du continent sombre. Bryon, l'arme botanique, une plante monstrueuse capable de détruire tout ce qui se trouve autour d'elle. Ai, la vie gazeuse, une entité composée de gaz toxiques, mortelle pour tout être vivant à proximité. Elbel, le serpent à 2 queues, une créature gigantesque et agressive, extrêmement rapide. Papou, la bête, capturante d'humains, un prédateur qui capture et retient ses victimes vivantes, les utilisant pour ses propres fins. Zobae, la maladie de l'immortalité, une maladie inconnue et incurable qui affecte humains et animaux, altérant leur métabolisme et leur espérance de vie. Pendant ce temps, le Conseil des Zodiacs se réunit à nouveau. On passe à une projection vidéo de Isaac Netero où il déclare que son fils, Beyond Netero, avait été sur le continent sombre auparavant, avait pris des décisions dangereuses, avait rapporté des menaces inédites. Il avait donc strictement interdit à Beyond et à l'association de repartir avant sa mort. Mais désormais que Netero est parti, la course recommence. Netero formule une demande, plus filtrée qu'un ordre, que les Zodiacs se lancent avant Beyond. Les Zodiacs débattent. Certains disent que ce n'est pas équitable de chasser Beyond, alors qu'il a déjà une longueur d'avance. D'autres affirment que s'ils ne le surveillent pas, le monde court un risque énorme. Ils évoquent également que si Jin les rejoint, ça pourrait équilibrer les choses, Jin étant l'un des seuls capables. Mais c'est incertain. Et puis, comme un coup de théâtre, Beyond apparaît leur demandant de contacter le V5 et leur annonçant qu'il est capturé. On retrouve Beyond Netero assis calmement devant les Zodiacs. Il n'est pas menotté, il ne fuit pas. Il a été capturé volontairement et explique qu'il va se rendre sur le Dark Continent. Son ton est posé, sûr de lui, presque provocateur. Les Zodiacs réagissent immédiatement car Netero avait laissé un ordre strict. Si Beyond part sur le continent sombre, ils doivent l'arrêter. Mais Beyond est déjà là. Il ne demande rien, il impose son plan. Un point important est mentionné, le lac Mobius. Il s'agit d'un immense lac situé au cœur du continent sombre, entourant en réalité le monde que l'on connaissait dans l'anime. Autrement dit, tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, York New, Grid Island, ce ne sont que des archipels nichés à l'intérieur du lac. Le vrai danger est ce qui entoure ce lac. La terre interdite, le Dark Continent. Le lac Mobius marque la frontière entre le monde humain et ce territoire inconnu, imprévisible, mortel. Les expéditions qui l'ont franchi ont presque toujours fini en catastrophe. En parallèle, les dirigeants du V5 se réunissent pour gérer la situation. Kakin a annoncé l'expédition publiquement, avec Beyond à sa tête. Les dirigeants comprennent que s'ils s'opposent, c'est une crise diplomatique. S'ils laissent faire, c'est un risque mondial. La solution est trouvée, Kakin est intégré à l'Alliance, le V5
V5 devient V6. L'expédition devient officielle, sous contrôle politique et sous surveillance de l'association. Mais avant cela, un moment crucial se passe. Une discussion entre les Zodiac et Beyond. Beyond leur propose un accord qu'il l'accompagne dans l'expédition, même s'il est prisonnier, et que l'association remplisse le rôle de superviseur officiel. Les Zodiac, après un débat intense, acceptent. Ils ne l'acceptent pas parce qu'ils ont le choix, mais parce que fuir cette responsabilité serait pire. Ils comprennent que de toute façon, la mission aura lieu, alors autant être là, être prêt et garder un contrôle même minimal. Le départ de Pariston et Jean est lourd de sens. Jean rejoint l'équipe de Beyond, pas comme figurant. Il devient son second, chargé de gérer l'équipe. Pariston est également intégré à l'équipe, mais ses intentions restent floues. Le royaume de Kakin met en route le navire principal, le Black Whale numéro 1. C'est un énorme navire structure avec plusieurs étages, capable de transporter la famille royale, les 14 princes, leurs gardes, des civils, des soldats et des hunters infiltrés. La majorité des passagers sera déposée sur une fausse zone, une étape avant le vrai Dark Continent. Seule une partie sélectionnée continuera vers le véritable territoire interdit. Pendant ce temps, Jean rejoint l'équipe d'expédition de Beyond Netero. Il devient le second, chargé de gérer l'équipe et de prendre des décisions lorsque Beyond ne peut pas intervenir. Il utilise sa maîtrise du naine pour intercepter et neutraliser l'action de l'autre avant qu'elle ne se produise. Sa capacité lui permet de prévoir et d'agir presque instantanément sur les mouvements de l'adversaire, stoppant toute erreur sans contact direct. L'homme est surpris, incapable de comprendre comment Ging a anticipé son geste. Jean relève la tête et indique que ce type de faille ne doit plus se reproduire. Pariston, également intégré à l'expédition, montre un autre aspect de la situation. Il visualise déjà les conséquences les plus sombres de la mission trahison, mort et catastrophe potentielle, et semble presque fasciné par ces scénarios effroyables, contrastant avec la concentration de Jean et la détermination de Beyond. Dans le bureau des Zodiac, Cheadle observe les 2 sièges vacants laissés par Jean et Pariston, partis rejoindre l'expédition vers le continent sombre. Leur départ modifie la dynamique du groupe et des décisions rapides doivent être prises. Cheadle contacte Leorio et lui propose d'intégrer les Zodiac pour combler un des postes libres. Leorio accepte immédiatement, conscient de l'importance de sa présence. Avant de raccrocher, il mentionne qu'il souhaite proposer une personne pour le second poste vacant, soulignant que sa participation sera essentielle, notamment pour gérer son objectif personnel, récupérer les yeux du clan Kuruta. Plus tard, Misaistom se rend dans un lieu sécurisé où se trouve Kurapika, entouré de ses gardes. Ces derniers tentent de l'empêcher d'approcher, mais Misaistom utilise son naine, neutralisant toute menace ou mensonge dans la zone. Les gardes se retirent rapidement. Misaistom s'adresse directement à Kurapika et lui demande s'il est toujours à la recherche des yeux de son clan. Kurapika refuse d'abord, réagissant avec colère. Cette question lui rappelle la douleur et la perte qu'il subit depuis des années. Misaistom explique alors qu'il a vu sur un site semblable au Darknet une vidéo montrant de nombreux yeux rouges. L'association a pu identifier le propriétaire, le 4e prince de Kakin, Tseriednich. Il ajoute qu'il sera présent sur l'expédition vers le continent sombre, ce qui signifie que Kurapika aura l'opportunité de récupérer les yeux du clan Kuruta. Kurapika, en entendant cela, se calme et accepte finalement de rejoindre l'expédition. Sa motivation est claire, récupérer les yeux du clan Kurta et rien d'autre. Kurapika regarde une photo de Tseriednich, le 4e prince de Kakin. Il pense aux yeux qu'il a déjà récupérés, à ce que ça lui a coûté, au sang qu'il a versé pour chaque paire. Et là, une question qu'il ne s'était jamais posée jusque-là lui traverse l'esprit. Qu'est-ce qu'il deviendra quand il les aura tous ramenés? Est-ce qu'il restera quelque chose de lui-même après la vengeance? De l'autre côté, on retrouve Jean avec l'équipe de Beyond. Même si Beyond l'a officiellement nommé comme son numéro 2, ce statut n'est pas accepté naturellement par les autres membres. Certains ne voient pas pourquoi il devrait écouter Jean alors qu'il vient d'arriver. Au lieu de s'imposer par la force ou le statut, Jean règle ça comme lui seul sait le faire. Il propose tout simplement de doubler la récompense promise par Beyond à ceux qui remettront en question son rôle. Une des membres de l'équipe, qui a utilisé sa prime pour payer les soins de sa petite sœur, accepte publiquement l'offre. Et à partir de ce moment-là, Jean est reconnu. Il est le numéro 2, sans contestation. C'est alors qu'il commence à expliquer ce qui les attend réellement. Jean rappelle que le monde que tout le monde connaît, tout ce que l'on a vu dans Hunter x Hunter jusqu'ici, n'est pas le monde. C'est juste une petite zone entourée par le lac Möbius, une étendue gigantesque qui fait office de frontière naturelle. Tout ce qu'il y a au-delà du lac, c'est le Dark Continent. Là-bas, tout est trop grand, les animaux, les plantes, les écosystèmes, même les distances. Et si l'on parle souvent des richesses incroyables qu'on peut y trouver, ressources, organismes, substances capables de guérir, renforcer ou transformer les humains, il ne faut pas oublier que chaque expédition qui a essayé d'en ramener quelque chose a aussi ramené une calamité terrifiante. Le continent noir n'offre jamais rien sans un prix à payer. Pour appuyer ses explications, Jean présente un livre, Journey to the New World, un récit d'exploration du Dark Continent écrit il y a des siècles. Mais ce livre n'existe qu'en version Est. La version Ouest n'a jamais été retrouvée. Et Jean explique qu'il n'y a que 3 possibilités. Soit la version Ouest a été perdue, soit elle n'a jamais été terminée, soit l'auteur est toujours vivant et continue de l'écrire sur le continent sombre. Cet auteur, c'est Don Fricks, un ancêtre très lointain de Gon, et Jean, quelqu'un qui a peut-être vécu
des centaines d'années là-bas. Personne ne sait s'il est mort ou toujours en vie. Pendant ce temps, Gon, lui, essaie simplement de réactiver son naine, comme avant. Mais rien ne se passe. Pas d'aura, pas de sensation. Seulement le constat qu'un chapitre entier de sa vie vient de se fermer sans qu'il comprenne comment. Le chapitre s'ouvre sur Gon au téléphone avec son père Jin. Gon lui avoue qu'il n'arrive plus à faire sortir son aura, qu'il ne ressent plus son naine. Jin lui répond que son aura sort peut-être, mais que Gon ne peut plus la voir. Il est redevenu normal. Il ajoute que c'est peut-être une chance dans cette chute et lui conseille de ne pas s'apitoyer sur son état, mais d'utiliser ce moment pour découvrir ce qu'il peut faire maintenant dans ce qu'il devient et non dans ce qu'il était. Gon raccroche, seul, il reste silencieux portant l'écho de la voix de son père. Il se lève, rentre chez lui et retrouve sa tante Mito. Au dîner, Mito lui demande s'il est déçu de ne pas pouvoir partir avec Jin. Gon répond qu'il ne pense pas que cela aurait été possible sans Nen, et qu'il n'est pas sûr de vouloir être avec son père comme avant. Ce qu'il voulait, c'était sentir sa force avec ses propres yeux. Il réalise que sa quête n'était pas de devenir le fils de Jin, mais de ressentir quelque chose. Pendant ce temps, au camp de l'expédition de Beyond Netero, la tension monte. Pariston est furieux. Il voit ses plans contrecarrés par Jin, qui commence à gagner le respect de l'équipe, non par la force, mais par la stratégie. Jin informe certains membres que l'équipe a été divisée entre ceux qui acceptent son argent et ceux qui refusent. Il explique que beaucoup sont des Temp Hunters, spécialistes engagés uniquement pour cette mission. En parallèle, dans le somptueux hôtel du 4e prince de Kakin, Tseriednitch, 2 femmes sont conduites à une réception. Le prince les accueille, échange des banalités, mais bientôt la scène bascule. La baignoire est couverte de sang, montrant que le prince a éliminé ces femmes pour leur ignorance ou leur manque d'importance. Le garde envoie de nouvelles candidates. On comprend que Tseriednitch manipule, élimine et amuse sa propre cruauté. Pendant ce temps encore, au siège de l'Hunter Association, Cheadle présente à Beyond un contrat officiel, imposé par le V6, anciennement AV5. Beyond lit, signe, puis martèle le stylo sur la page, soulignant qu'il ne reste que 3 choses. Enfin, dans une voiture, Kurapika échange avec Misaistom. Misaistom lui demande ce qu'il fera une fois les yeux du clan Kurta récupérés. Kurapika répond calmement que 2 personnes lui avaient dit qu'il mourrait plutôt que de les céder, mais elles ont changé d'avis. Il est convaincu que le prince fera de même. Misaistom espère qu'il a raison. Et voilà pour les chapitres 340 à 345 d'Hunter x Hunter. Comme vous l'avez vu, on est vraiment en train de mettre un pied dans le grand bain. Jusqu'ici, on posait surtout les bases, mais à partir de maintenant, on va rentrer dans le concret, dans les enjeux lourds, les stratégies, les nouveaux personnages et surtout tout ce que l'arc du continent sombre a à nous offrir. Et croyez-moi, il reste bien plus de chapitres à analyser que ceux qu'on vient de couvrir. Ce qu'on a vu là, ce n'est que l'échauffement. Plus on avance, plus les pièces se mettent en place et plus l'œuvre montre à quel point Togashi pense loin, très loin. Si vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir dans les commentaires, likez la vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé de ces chapitres.